Alexandre Wizy, le sénateur de l'Oise, porte-parole du PS, les socialistes sont restés sur leur faim. C'est le terme qui a été employé à la sortie de l'entretien. Bah oui, si vous voulez, nous on a travaillé, on a un contre-budget qu'on a élaboré cet été, on a testé ce budget devant les Français dans un sondage, je sais pas si vous l'avez lu et si vous l'avez vu, mais j'ai vu vos affiches. Vous avez vu nos affiches, bah c'est déjà bien. Les mesures que nous proposons, elles sont de manière écrasante majoritaire dans le pays. Quand on dit aux gens qu'on va les augmenter, c'est un sondage un peu particulier quand même. C'est un sondage IFOP, enfin je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Quand on dit aux gens qu'on va les augmenter, forcément on est d'accord. D'ailleurs, je suis étonné qu'il y ait 11% des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Attendez, on est quand même aussi à tester la taxe Zuckman qui est occupée à être démontée tous les jours sur vos plateaux. Donc ne dites pas ça. En réalité, il y a plein d'informations. Il y a en fait le contenu de notre plan qui a été mis devant les Français. Et on se retrouve dans la situation d'un Premier ministre qui n'en a rien dit. Nous, en fait, on est dans l'attente de savoir ce qu'il pense de ce que nous proposons. Le plan Bayrou a été balayé avec lui. Il reste les idées de la gauche et je me tourne aussi vers mon partenaire communiste qui a aussi mis en avant un certain nombre de choses. En fait, il reste les idées de la gauche sur la table. On attend de savoir ce qu'il en pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attend. Donc vous êtes resté sur votre faim. Ah, on est resté sur notre faim, oui, vous avez raison. Alors Yann Brossat, en ce moment même, c'est Fabien Roussel qui est avec... D'ailleurs, pourquoi certains à gauche acceptent de rencontrer le nouveau Premier ministre, pourquoi d'autres non d'ailleurs? Parce que les Insoumis n'y vont pas, par exemple. Je vous dis la vérité, il ne sortira rien de ces consultations. Ah bon? Nous y allons parce que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer la politique de la chaise vide, et quand on a la possibilité d'exprimer nos propositions, nous le faisons. C'est ce que fait Fabien Roussel en ce moment même. Il n'en sortira rien parce que Sébastien Lecornu a été nommé pour continuer la même politique. Il parle de rupture. Vous ne croyez pas à la rupture? Mais pas du tout. Il a été nommé pour poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, pour qu'on ne touche pas à l'œuvre d'Emmanuel Macron. Et donc la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est combien il y aura de monde dans la rue? Est-ce que les grèves seront massives? Est-ce qu'on aura des centaines de milliers de gens qui défileront? Il n'y a que ça qui soit susceptible de changer le rapport de force. Et cette comédie des consultations ne doit pas masquer l'essentiel. L'essentiel, c'est la mobilisation sociale et il faut qu'elle soit réussie demain. Ça n'avait rien changé sur les retraites, monsieur Brossat, ni sur la loi travail de mais Mme El Khomri. La réforme des retraites, c'est parce qu'il y a eu ces mobilisations qu'on en parle encore. Et c'est précisément ce qui fait que c'est un sujet qui n'est pas résolu, et je suis convaincu que si le sujet n'est pas résolu d'ici 2027, en 2027, on aura un président de la République et une assemblée qui enfin abrogera la réforme des retraites. Donc l'essentiel, c'est qu'on ait du monde dans la rue demain. Ben justement, on va voir ça avec François Gapillan, justement, la perception, l'état de l'opinion, justement, en ce moment. François Gapillan, bonsoir. Bonsoir à tous. D'après Elab, qui nous fournit à l'instant son nouveau sondage, une majorité de Français approuvent les mobilisations, j'ai bien dit celles de demain, à 56%, mais aussi celle des agriculteurs, le 26%, à l'initiative de la FNSEA. 3/4 des sondés la soutiennent. Intéressant quand même d'observer une forme de défiance de l'opinion, bon, vis-à-vis des politiques, ça, on le sait, mais aussi des syndicats perçus, vous le voyez, davantage comme un élément de blocage que de dialogue par 57% des personnes interrogées par Elab. Quant au premier pas de Sébastien Lecornu à Matignon, les Français, dans leur immense majorité, disent attendre des actes avant de se prononcer sur le successeur de François Bayrou. Prudence et pessimisme également. L'opinion apparaît très divisée sur la capacité de Sébastien Lecornu à faire voter un budget en évitant la censure. Et surtout, regardez, 2 Français sur 3 ne croient pas à la promesse de rupture prônée par Sébastien Lecornu et s'attendent au contraire à ce que sa politique s'inscrive dans la continuité de celle des gouvernements précédents d'Emmanuel Macron, dont Sébastien Lecornu est précisément l'un des fidèles. Merci François Gapillan. Alors justement, parlons de demain, et je voudrais me tourner vers vous, le chef d'entreprise, parce qu'on attend une très forte mobilisation. Les derniers chiffres font état de 900 000 personnes qui pourraient se retrouver dans la rue, c'est une info BFM TV. On attend malheureusement aussi de la casse, et moi j'ai noté ce qu'a dit le préfet de police. Il demande aux commerçants de fermer boutique, de se barricader, de faire attention. Donc ça veut dire que cette journée de mobilisation, c'est une journée sans travail pour beaucoup de chefs d'entreprise? Bah oui, on est inquiet pour effectivement nos commerçants, nos restaurateurs, toutes les petites entreprises qui risquent de subir les affres des gens qui vont se mettre dans ces rassemblements pour uniquement casser. Nous, à la CPME, on respecte bien entendu le droit de manifester et d'une certaine manière, on comprend que partie de ce mouvement est due au fait que finalement on est en France aujourd'hui. Regardez ces images à Bordeaux là, des commerçants qui sont en train de... Enfin, c'est quand même dingue qu'en France, quand on manifeste, alors on a le droit bien sûr de manifester, c'est un droit constitutionnel, mais pour certains c'est le moment de se planquer, et surtout de protéger son commerce. C'est inadmissible, et si vous voulez mon avis là-dessus, c'est très bien de manifester, c'est un droit, mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de construire. Donc le 18, tout le monde va manifester, enfin tout le monde, les gens qui vont manifester seront dans la rue.
rue. Et les patrons, c'est bientôt, je crois. Les problèmes seront pas. Et les patrons bientôt dans la rue aussi. J'ai entendu le patron du MEDEF qui était prêt à se mobiliser également. C'est plus rare. Vous savez, à la CPME, on préfère d'abord discuter, négocier. Si toutefois ce qui sort ne nous convient pas, on verra quels sont nos moyens d'action. En tous les cas, pour le moment, on est dans la discussion et pas dans imposer. Ce sont des journées qui font perdre beaucoup d'argent à l'économie française, ça aussi. Oui. Je crois qu'au moment de la réforme des retraites, ça avait été chiffré à 1 milliard. 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que comme on est déjà extrêmement riche et qu'on déborde de croissance, c'est une bonne idée de continuer dans cette voie-là. Ça va permettre de sauver la France. Et je voudrais rajouter quand même quelque chose. Moi, ce que je trouve inadmissible, et je l'entends partout dans les entreprises où je vais, partout en France, c'est que, mon Dieu, quand on voit ce qui se passe dans nos entreprises, il y a des trucs extraordinaires, il y a de l'innovation, il y a de l'envie, les gens ont envie de faire des choses intéressantes, et quand on regarde ce qui c'est la classe politique qui vous... c'est la classe politique qui aujourd'hui vous désespère. Ce qu'on attend des responsables politiques, c'est qu'ils soient responsables, et ce qu'on aimerait, c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour le bien commun de la France. Oui, ils veulent se mettre d'accord, parce que demain, il y aura des mots d'ordre, notamment pour réclamer une taxe Zuckman sur les gros patrimoines, les grosses entreprises, mais aussi la fin des aides publiques aux entreprises. Vous aurez vos oreilles qui sifflent demain. Je veux bien parler de la taxe Zuckman si vous voulez. Oui. Posons-nous quand même une question. Qu'est-ce qui fait que des gens manifestent? Qu'est-ce qui fait que des gens se mettent en grève et perdent une journée de salaire? Je veux bien qu'on parle du coût que ça représente pour l'ensemble de la société. Ça représente aussi individuellement pour chaque personne qui se met en grève. Bon. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'ils ont voté aux dernières élections législatives il y a un peu plus d'1 an. Ils ont demandé que ça change et le président de la République a imposé que tout Personne continue. Personne n'avait gagné non plus. Et donc, certes, mais enfin, il y en avait qui avaient vraiment perdu, c'était les macronistes. Et aujourd'hui, on se tape un Premier ministre qui est ministre depuis 8 ans. 8 ans. Et donc, il est là pour faire en sorte que tout continue. Évidemment que dans un contexte comme celui-là, alors qu'on bat des records en matière de pauvreté et en matière d'inégalité sociale, à un moment donné, il faut que ça s'exprime. Comme vous n'avez pas la possibilité de le faire par un vote, il n'y a pas de nouvelle dissolution, ça se traduit par des mobilisations sociales. D'accord, mais est-ce que demain, ça sera tous contre les entreprises, plus d'impôts pour les entreprises, moins d'aides? Parce que c'est ce qu'on entend dans les mots d'ordre ces derniers jours, notamment du côté du Parti socialiste. Mais ce qu'on entend, c'est qu'en effet, les gens veulent changer de politique. Et les gens ont compris que la seule fois dans ce pays où Emmanuel Macron a lâché un tout petit bout de politique, c'était quand il avait des gilets jaunes sous ses fenêtres qui lui disaient « on est là ». Donc si le pouvoir n'était pas sourd à tout ce qui se passe dans ce pays depuis 8 ans, au changement. Si le sondage montre, comme la semaine dernière, en dépit du fait qu'il peut y avoir des débordements, et vous avez raison, ils sont pas acceptables. Il faut dire que dans la très grande immensité des cas, les gens exercent pacifiquement leur pouvoir constitutionnel de manifester, et ils le font parce que la surdité du pouvoir, ils n'en peuvent plus. C'est ça le point de départ. Non, juste pour rappel, oui, il avait lâché sur les gilets jaunes, il avait lâché sur une taxe sur les carburants, une augmentation de la taxe qui était voulue et demandée par la gauche, parce que c'était justement un mouvement qui était bien sûr que si c'était les Verts qui demandaient justement cette taxe carbone qui a déclenché les gilets jaunes. Plaisanté ou quoi? C'est totalement faux. Et ensuite, ce mouvement des gilets jaunes, il avait été pourri par la gauche, justement, il était passé de 75% de popularité à 25%, parce que comme toutes les manifestations autres, vous dites qu'il n'y a pas un désir de gauche. À chaque fois que vous reprenez un mouvement, ça se termine comme ça. On le voit systématiquement dans les manifestations écolo récemment. Les Français sont des grandes personnes, ils choisissent là où ils manifestent, ils choisissent ceux qui soutiennent. Ils vous disent à 57% qu'ils considèrent que ce qui se passe dans ces ils vous disent à 57%. Monsieur le sénateur. Je vous ai pas interrompu. Je vous en prie, mais ne dites pas des mensonges. J'ai pas menti. Vous dites qu'il faut un changement. Quel changement quand vous parlez de hausse de la fiscalité? Depuis 75, on est passé de 34% des prélèvements obligatoires dans le PIB à 46%. Au patrimoine, on a fait qu'augmenter les impôts. Aujourd'hui, la dépense publique, elle est à 57% du PIB. C'est plus que 15 points que ce que il pouvait y avoir dans le Venezuela de Chavez. Même vos électeurs sont pour la taxe Zuckman, monsieur. Ils ont compris qu'il y a un problème de justice fiscale dans ce pays. Ce sont vos électeurs. Vous dites, les Français, ils veulent ça, ils nous soutiennent. Mais regardez le dernier sondage IFOP. Vous parlez de l'IFOP. Le dernier sondage IFOP. Il dit que la gauche, le PS, le PCF, place publique, ELV réunis, chez les classes modestes, ça fait 15%, on fait 45%. Les électeurs populaires, ils savent très bien qui les défend. Vous, votre vision, c'est de systématiquement essayer de taper et de vouloir punir ceux qui créent de la richesse dans ce pays, de la valeur et de l'emploi. Et vous voulez pas toucher à des choses que vos électeurs aussi veulent qu'on remette en cause. Par exemple, oui, l'immigration aujourd'hui qui coûte 41 milliards d'euros est un sujet pour vos électeurs. Et vous refusez qu'on l'évoque. On a compris, mais vous avez évoqué la taxe Zuckman plusieurs fois. Alors, on va se tourner vers une journaliste économique, Philippine Robert. C'est vrai que la
taxe Zuckman est devenue la taxe au centre de tous les débats. Alors à gauche, elle est portée. D'ailleurs, lui-même avait collaboré au programme de la NUPES, l'économiste. Cette taxe Zuckman, pourquoi elle cristallise tous les débats ? Elle cristallise tous les débats. En fait, pour moi, elle est un peu le reflet de ce qu'on vit depuis 50 ans en France, qui est qu'on a tendance à utiliser systématiquement l'outil fiscal, effectivement, pour redresser les comptes. Ensuite, on redescend une fois que ça va mieux, on remonte, on redescend, mais par contre, on n'est jamais capable de s'intéresser à la dépense publique. À la dépense publique. Alors après, il y a effectivement une demande. Est-ce que c'est une demande de justice fiscale ou une demande que le travail paye plus, que l'ascenseur social existe à nouveau? Que les salaires soient plus hauts? Voilà, ça c'est quand même à clarifier la demande qu'il y a derrière. Et est-ce que la taxe Zuckman répond à la demande de certains? Elle ne rapportera pas tant que ça. Le Parti socialiste dit 20 milliards, mais il y a beaucoup d'économistes qui disent que ça sera plutôt 5 milliards. Et si on veut vraiment utiliser... ça résoudra pas le problème de la dette. Ça résoudra pas le problème de la dette. On peut après débattre de différentes solutions qui existent. Mais cette dette, il faut vraiment la craindre, parce que du coup, est-ce qu'il faut avoir peur de la dette au point d'arriver à faire... François Bayrou en avait peur, par exemple. Il parlait de l'Himalaya, des temps chaotiques, du pire qui allait arriver à notre pays. Il faut avoir peur de la dette? Alors la dette, c'est ni bon ni mauvais dans l'absolu, mais aujourd'hui en France, on est arrivé dans une situation, en tout cas, c'est de plus en plus préoccupant. Et on prend le risque chaque jour, on prend le risque de se retrouver dans une situation de plus en plus difficile, notamment parce que notre charge de la dette augmente et parce que les investisseurs nous font de moins en moins confiance, ceux qui nous prêtent. Donc on se retrouve dans une situation où effectivement il va falloir redresser un petit peu, redonner de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut balayer la dette, revenir à zéro, ça c'est un fantasme. Mais il faut montrer en fait quelques signes qu'on est capable de trouver des mesures pour essayer de réduire le déficit, de mieux gérer, d'être dans une démarche, en tout cas, parce que là, tout ce qu'on a montré, c'est qu'on arrivait juste à accumuler des déficits pendant 50 ans. Et ces dernières années, on a fait encore pire, on a eu des déficits immenses hors crise. Donc là, il faut juste montrer qu'on arrive à se mettre d'accord et avoir une meilleure gestion de nos finances publiques. Justement, à propos de cette dette et de la manière de récupérer de l'argent, c'est de créer des recettes. Les recettes, c'est cette fameuse taxe Zuckman qui, ce matin, a été battue en brèche par le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement. On a commencé à l'écouter tout à l'heure avant que Marine Le Pen n'intervienne. Voilà ce qu'il disait précisément. C'est un truc complètement absurde, en réalité. Il faut voir à quel point ça panique les entrepreneurs avec lesquels je vis depuis 12 ans. C'est le sel de la terre, leur entreprise. Et ils ont pris leurs risques, ils ont construit leur boîte, et on vient leur expliquer qu'on va leur prendre 2% de leur boîte tous les ans. C'est invraisemblable. Ça n'a aucun sens, tout ça. C'est uniquement... D'abord, ça n'arrivera jamais. C'est uniquement fait pour hystériser le débat. Et donc, le plus tôt ce débat s'arrête, le mieux ce sera pour les entrepreneurs. Ils vont tous payer en papier leurs 2%. Et donc, qui va gérer ce papier? C'est moi. C'est la BPI. Pas de problème. Donc, demain, j'aurai 2% du capital d'LVMH. Après-demain, 4%. Après-demain, 6%. C'est délirant. C'est communiste, en réalité. Et donc, mais d'où ça sort? Comment est-ce qu'on peut encore sortir des énormités comme ça en France? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis non seulement d'accord. Pourtant, vous représentez les PME, ça vous concerne pas. Là, ça serait, il faut le rappeler, prélever 2% chaque année sur les contribuables dont la fortune. Alors, on parle de fortune professionnelle. C'est là où il y a. C'est bien le problème. Voilà. Ça dépasse 100 millions d'euros. En fait, on taxe l'outil de travail. Quand on taxe l'outil de travail, on détruit de la valeur. Quand on taxe l'outil de travail, en fait, c'est les salariés qu'on pénalise. Parce que si on taxe, ça veut dire que l'outil de travail il va s'appauvrir au fur et à mesure. Et on va pas pouvoir continuer à innover, à le renouveler, etc. Oui, mais cet argent placé dans les holdings pour échapper finalement à l'impôt, qu'est-ce qu'on en fait? Là, ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'outil de travail. On parle des machines qui sont utilisées tous les jours par les collaborateurs. Et donc, cette taxe Zuckman, si on va là-dedans, c'est la mort des entreprises familiales. Donc, en fait, quand on dit on va économiser peut-être on va gagner 5 milliards sur le budget, ça, c'est à court terme. Mais ça veut dire qu'à moyen terme, on est en train de tuer l'économie française. C'est aussi clair que ça. Et si vous voulez le sentiment des chefs d'entreprise et des entrepreneurs que je croise là-dessus, si je le résume en un mot, c'est que c'est une grosse connerie. Non, mais moi, je veux bien tout. C'est communiste, a dit le patron de la BPI. Si c'était communiste, c'est pour vous. Mais si c'était communiste, Olivier Truchot, ce serait bien plus élevé que ça. Ah bah j'imagine. On parle de 2%. C'est pour ça que personne l'applique d'ailleurs dans le monde. 2% sur des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Oui. Et quand même, les chiffres sont têtus. Quand on regarde les 500 plus grosses fortunes françaises, leur patrimoine représentait 6% du produit intérieur brut il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça représente 42% du produit intérieur brut. Donc que voient les Français? Ils voient qu'on leur demande en permanence de faire des sacrifices supplémentaires. De ce point de vue, le budget Bayrou était une caricature absolue et que dans le même temps, en haut, vous avez des fortunes gigantesques qui s'accumulent. Donc oui,
vous avez une soif de justice sociale, soif de justice fiscale dans notre pays, et elle s'exprime à travers cette revendication de taxe Zucman qui, je le dis quand même, est soutenue par 7 prix Nobel d'économie. Donc je veux bien que tous les matins on nous sorte Jean-Marc Sylvestre ou je ne sais qui, 7 prix Nobel d'économie, 7 prix Nobel d'économie, c'est des profs un peu plus sérieux. Mais écoutons, il faut écouter aussi les entreprises. Et qui n'ont aucune espèce de diplôme. Mais en fait, c'est une bataille entre profs d'économie. Mais si on prend les gens qui sont un peu dans la réalité de l'entreprise, et notamment les patrons de la tech, les patrons de la tech sont très très inquiets parce qu'ils se disent nous cet argent on l'a pas en fait, c'est ce qu'on vaut, mais c'est quelque chose d'un peu artificiel. Notamment, je pense à Mistral, Arthur Minch, il dit moi s'il y a la taxe Zucman, je suis foutu. Est-ce que vous l'entendez ça quand même, vous qui êtes sénateur socialiste, et socialistes aspirent quand même à revenir au pouvoir? Non mais plusieurs choses. D'abord, vous avez choisi Nicolas Dufour qui s'exprimait ce matin, je sais pas trop à quel titre d'ailleurs, mais il s'exprimait dans patron de la BPI. Si vous regardez Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI. C'est pas ma question. Je vais venir à votre question. On peut trouver 15 économistes pour, 15 économistes contre. Olivier Blanchard dit le patron de Mistral, il pèse plus que M. Blanchard. Le patron de Mistral pèse plus. C'est l'avenir de Blanchard. Donc, juste un mot. Donc, ensuite, il y a l'extraordinaire majorité des gens qui vont payer cette taxe, les 1800 en question, sont des gens qui, en fait, pour aller au bout de ce que vous disiez, on n'est pas en train de taxer l'outil de travail. On parle de gens qui ont des dividendes qui rendent du 8%. À qui on va prendre 2%. Donc on va même pas réussir à freiner. On va même pas réussir à freiner l'augmentation des inégalités. On va juste la ralentir. Je vous ai pris un exemple concret. Ensuite, il y a la question concrète, limitée à une vingtaine de cas. Non, mais c'est tout à fait. Monsieur, je vous permets pas. Vous avez limité à une vingtaine de cas. C'est limité à une vingtaine de cas de patrons de la tech qui en effet ont des valorisations élevées et qui ne se payent pas tout de suite. Ce que nous proposons, c'est que l'État monte au capital lentement, progressivement, à 2% pour la valeur. On parle de valeur à 14 milliards. Et contrairement à ce que vous dites, Arthur Minch n'a absolument pas dit son opposition farouche. Il n'a pas dit ça. Hier soir, il a dit il faut trouver les moyens de faire de la justice fiscale dans le pays. Donc, si vous voulez, vous êtes encore une fois dans la caricature. Nous, on propose des solutions. Cette solution, elle a été approuvée ce matin par Olivier Blanchard de dire on peut monter progressivement. Et par ailleurs, je vous raconte quand même une anecdote. J'étais sur un plateau et vous savez ce que je disais. J'étais sur un plateau et vous me disiez ce que me disait un économiste libéral. Il disait mais si l'État monte au capital, imaginez, et qu'on doit délocaliser, on pourra pas délocaliser. Et c'était son argument pour m'expliquer qu'il faut pas que l'État monte au capital. Parce que la compétition est mondiale aujourd'hui. Si vous voulez, juste, mais d'accord, mais c'est le cas. Les travaux d'innovation toute la journée, on essaie de trouver des innovations. Parce que la société est en train de se fracturer. Vous avez pas compris ça? Vous l'avez pas vu que la société est en train d'exploser les inégalités? Pas les gens sur cette taxe Zucman en expliquant qu'il y a 1800 super riches qui finalement se gavent sur tous les autres. C'est la vérité. En fait, c'est la vérité. C'est la vérité de l'accumulation patrimoniale dans ce pays. Mais utilisez vos mots si vous les usez. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a une inégalité qui devient insupportable. Si vous le sentez pas au quotidien, c'est qu'on n'habite pas le même pays. Non, mais pour rappel, le PS, c'est eux qui avaient fait sous le gouvernement Hollande cette fameuse taxe à 75% sur les revenus. Et au bout d'un an, ils se sont rendus compte, voilà, c'est la catastrophe. Au final, on perd de l'argent et ils l'ont eux-mêmes annulé. Et les travaillistes ont mis en place une taxe aussi sur les super riches au Royaume-Uni. Les super riches ont un bel avocat sur ce plateau. 100 milliards d'euros au Royaume-Uni parce qu'ils ont retiré 4000 Britanniques dirigeants de le parti du peuple sont partis justement. On est dans un monde ouvert malheureusement. Oui, il faut limiter la fraude fiscale, il faut lutter contre justement ceux qui mettent leur argent ailleurs pour récupérer cet argent-là, mais faire peur aux gens qui vont justement investir dans des entreprises qui créent de la richesse, parce que moi je préfère qu'il y ait un Mistral AI français qu'un ChatGPT qui va créer de la richesse et que ça va faire travailler des PME à côté et que ça donne au final du travail à des gens aujourd'hui qui sont modestes. Mais on connaît le ruissellement. On connaît la théorie du ruissellement, ça fait 7 ans qu'on essaie d'appliquer avec les macronistes. Alors un dernier mot, s'il vous plaît. On est pour justement nous une Philippe Robert, un dernier mot. Ce que je dis, alors justement, on apporte des solutions concrètes pour recréer de la richesse sans que ça pénalise justement les plus pauvres, parce que vous allez freiner l'économie française et vous allez créer plus de chômage et plus de pauvres, comme vous l'avez fait quand vous avez dirigé le pays entre 2012 et 2017. Juste revenir sur Olivier Blanchard, qui défend effectivement la taxe Zucman, mais qui dit aussi que l'essentiel du redressement des finances publiques doit passer par la baisse des dépenses. Donc c'est quand même dommage que le débat politique aujourd'hui ne se focalise pas sur comment on fait pour baisser les dépenses, quelles sont les dépenses qui sont les moins productives. C'est plus douloureux. Oui, c'est plus douloureux, mais c'est quand même dommage qu'on perde autant de temps et d'énergie à se focaliser sur ça, alors que l'essentiel est ailleurs.
c'est d'aller chercher de l'argent en dépensant. 57% du PIB, la dépense publique en France, il faut le rappeler, c'est le plus grand taux dans l'OCDE, c'est le vrai sujet et il faut s'attaquer à ça. Merci, on va continuer cette discussion dans un dernier débat maintenant.